Et aux Philippines, Ouais, il est quelle heure? il est minuit. Minuit. Mais Est-ce que bon, vous ça, avez reçu un message comme quoi on enregistrait? oui, Oui. Voilà, oui, parce que moi je ne l'ai pas eu et bon, apparemment ça a l'air de tourner. Bon. Bon, et ben c'est voilà, confirmé, hein. oui, pardon, Christian. Ah Non, je non. confirmais avoir Euh, reçu le message. ok. Vous m'entendez correctement, c'est bon? Bon, Parfait. ben voilà, ben, je m'appelle Jérémy Yanni, et donc je suis doctorant à Paris 8 en sciences de l'éducation, et je vais présenter rapidement un l'ouvrage voilà qu'on a co-coordonné avec Auria Medas qui est là. Voilà, on voit son nom, Auria. Donc c'est un ouvrage qui est paru en août dernier aux éditions du Cygne. Et on est très heureux de cette thématique parce qu'on la trouve importante. Voilà, donc ça nous rend heureux et heureuses d'avoir pu convaincre un éditeur de publier ce recueil de textes. Voilà, cet ouvrage collectif. C'est un ouvrage collectif qui traite de la place du sentiment dans l'éducation, mais pas forcément du point de vue psy, développement moral, conscientisation, pas forcément, voilà, comme c'est un peu à la mode aujourd'hui. Donc voilà, il traite du sentiment dans la relation pédagogique ou la relation clinique, en fait toutes les relations où il y a des fortes dimensions d'apprentissage ou de transformation des personnes. Et c'est un ouvrage collectif dans lequel on retrouve voilà une pluralité de perspectives. On peut trouver le sentiment sous sa forme de l'éros ou de l'agapé ou de la philia. Voilà, donc c'est le sentiment vraiment au sens large et une question transversale qui traverse l'ouvrage, c'est bah, comment le sentiment en fait contribue à l'éducation ou à la relation pédagogique. Voilà. Donc il y a plusieurs tentatives de réponse hein, qui correspondent au chapitre. Donc il y a vraiment des approches multiples qui sont basées sur des recherches de terrain, des recherches incarnées. Hein. C'est pas des réponses un peu positivistes ou détachées voilà, de l'expérience des personnes. Non, c'est vraiment des chapitres qui sont écrits à partir d'expériences très concrètes. Euh, c'est un ouvrage qui s'auto-alimente aussi avec une autre publication de la revue Pratique de formation analyse, toujours sur le thème de l'éducation sentimentale. Donc, c'est un numéro qui a été coordonné par Christian Verrier, qui est là, Auria et moi. Et il est en accès libre sur le site de la revue, si vous voulez le consulter. Je trouve que les deux publications se complètent bien et s'auto-alimentent, donc c'est toujours intéressant. Euh, donc cet ouvrage collectif, on l'a fait voilà, il y a plusieurs auteurs qui ont contribué, et puis il y a une table ronde. Brièvement, à la table ronde, il y a Isabelle Élyséon, qui est docteur en art de la scène, artiste visuel, qui a participé. Myriam Lemonchois, qui est prof honoraire en didactique des arts à l'Université de Montréal. Édouard Stack, qui est coach international et qui a été chargé de cours à Paris Descartes et aussi à Montréal, et Maël Vira, qui est chercheur en psychologie à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Donc ça, c'est des personnes qui ont participé à la table ronde. Et puis, lors de la dernière rencontre, on a eu trois auteurs qui ont présenté leur chapitre. Donc Valérie Roy, qui est pas là, qui a parlé de son travail autour de la petite enfance en plein air et où elle a discuté de la notion de sécurité affective qu'elle questionne en fait à partir de sa pratique de travail dans une crèche. On a eu aussi Déborah Leroux, qui est photothérapeute, hein, qui travaille avec des enfants qui sont parfois privés du langage et donc pour lesquels la photographie devient un langage pour exprimer ses sentiments ou ses émotions. Et puis on a eu la présentation de Christian Verrier voilà, qui nous a parlé qui s'est posé la question, en fait, est-ce que l'éducation sentimentale et affective peut s'enseigner? Et si oui, dans quelle modalité? En nous donnant des pistes, voilà, pour répondre à cette question. Donc aujourd'hui, voilà, sans oublier, pardon, excusez-moi, Gaston Pinault, voilà, qui a eu la gentillesse de rédiger la préface qui est là, donc merci beaucoup. Et pour aujourd'hui, on vous propose quatre présentations, en fait. Et pour aujourd'hui, on a deux personnes discutantes. Donc, on a Sameh Delay, qui est présente ici, qui est professeur certifié en philosophie. Voilà, bonjour. Enfin, bonsoir, bonjour et voilà, qui a travaillé sur le marxisme et elle a écrit aussi un article récemment sur la phénoménologie des sentiments chez Montaigne. Vous pouvez le trouver sur le site de la revue PFA. Donc merci beaucoup, Samuel, et bonsoir.
Et puis on a Laurence Chagrin, qui est doctorante en littérature, voilà, qui a une maîtrise de philosophie et qui a été aussi dans le FLE, français langue étrangère. Et elle travaille sur la lecture et la réception des textes de Annie Ernaux dans une perspective qui est à la fois littéraire et sociologique. Vous corrigerez vos présentations si voilà si c'est erroné, hein. Euh, donc, on vous propose pour commencer la présentation de Horia Medas et de Yvette Moulin, et puis on pourra échanger à partir de ces présentations, en sachant que tout le monde peut prendre la parole, pas seulement les discutantes, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. J'en ai fini pour l'introduction. Et puis, je vais passer la main à Horia pour que tu présentes ton chapitre. Ouais. Merci Jérémy. Donc encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Merci hein, pour votre participation à ce second événement de présentation donc, de cet ouvrage collectif. Et alors pour ma part, j'ai dirigé cet ouvrage, mais aussi j'ai apporté donc ma petite part d'écriture en proposant donc un chapitre que je vais plutôt synthétiser, résumer hein, pour essayer de répartir tout ça en 5-6 minutes et laisser aussi la place aux échanges. Alors moi, dans mon chapitre, je discute de l'écriture et précisément donc de la pratique du journal et son rôle dans l'éducation sentimentale et les processus que les diaristes mobilisent dans leur écriture. Il faut savoir que ce chapitre prend appui sur une précédente recherche dont le journal donc, en était l'objet. C'était dans le cadre d'un master recherche. J'ai ciblé l'adolescence parce qu'elle représente une période de chamboulement émotionnel à laquelle vient se greffer voilà, l'histoire personnelle de chacune, puisque là je m'intéresse précisément donc, à des diaristes, jeunes filles. Alors je me suis appuyée sur deux ouvrages, donc il y a Le Mois des Demoiselles de Philippe Lejeune, qui est spécialiste du journal de l'autobiographie. Donc c'est un ouvrage assez épais, puisqu'il propose donc des fragments de journaux qui permettent donc une analyse du contenu, mais aussi donc son propre journal de terrain qui éclaire sur le contexte social des jeunes filles. Le second ouvrage, donc c'est le journal de Julie David, qui arrive donc un siècle donc après le journal de ces jeunes filles bourgeoises et un journal donc qui n'a pas été initié par l'adulte puisque c'est elle qui est entrée donc dans cette pratique. Alors j'ai découvert donc le journal de Julie David au cours d'une enquête de terrain donc avec des membres de l'association Vivre et l'écrire. C'est une association qui implantée donc à Orléans, qui a des antennes un peu partout en France et qui justement recueille donc des écrits de jeunes adolescents à travers des correspondances, des journaux, des poèmes. Alors il y a quelques années, je pense qu'ils ne le font plus. Donc ils allaient même dans des collèges pour proposer justement des ateliers, des moments d'écriture et initier à cette liberté, enfin, cette écriture donc plutôt libre. Moi, ce chapitre, je l'ai écrit un peu entre justement une recension de ces deux ouvrages, mais aussi une analyse réflexive, parce que j'ai voulu interroger à la fois comment est-ce que le journal peut être un éducateur, mais aussi le caractère de l'écriture silencieuse, c'est-à-dire cette forme indicible qui, au final, donc, va s'avérer être un peu limitante. Euh, pour donc le temps donc d'un chapitre, donc vous imaginez que j'ai pas forcément été euh, euh, dans une dimension historique. C'était pas parce que j'ai voulu vraiment questionner le rôle de l'écriture, donc j'apporte bien évidemment donc des références pour contextualiser le contexte social de ces deux jeunes filles, mais ma priorité c'est surtout de travailler sur le rôle de l'écriture. Alors pour comprendre un peu comment agit l'écriture comme éducateur au sentiment, donc il y a une première étape qui est constatée et qui est commune donc à ces jeunes filles, c'est-à-dire aussi bien donc aux jeunes filles bourgeoises qu'à Julie David, qui elle donc avait un jour dans son journal, il me semble qu'elle l'a publié donc vers 1990, quelque chose comme ça, donc voilà vers la fin du XXe siècle. Et donc, on a une première étape qui est donc ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire que c'est la manière pour le diariste de se préparer à la solitude de l'écriture. Et généralement, donc, ça se traduit par l'étape où voilà, elles se présentent, représentent leur famille, un peu ce qu'elles font, voilà, s'ils ont des chiens, etc. Et donc, comme je disais, cette étape, on la retrouve aussi donc, chez Julie David. Alors, l'expression des sentiments, donc
on va la retrouver. J'en viens un peu rapidement aux conclusions un peu de ce chapitre parce que j'ai envie de discuter plus l'écriture silencieuse. Donc, l'écriture des sentiments, en fait, on constate elle reste identique malgré le siècle qui sépare en fait ces jeunes filles. C'est-à-dire on va exprimer la joie d'une rencontre entre amis, d'une sortie au théâtre, au cinéma, d'une promenade. Il y a aussi la tristesse hein, qui est générée après un événement douloureux, des relations conflictuelles, du harcèlement à l'école, la perte d'un être cher qui justement fait énormément écrire les jeunes filles donc bourgeoises du 19e siècle. Alors, il y a peut-être ce qui va différer et qui sépare un peu ces jeunes filles, c'est le sentiment amoureux qui lui est assez particulier pour les jeunes bourgeoises puisque donc on a une forme de retenue, voire d'autocensure dans la mesure où elles cherchent toujours à renvoyer à l'image donc d'une bonne éducation. Euh, alors, la différence aussi, c'est que le siècle qui sépare ces jeunes filles, c'est la spontanéité de Julie David à exprimer, enfin à ne pas s'auto-censurer, puis à aller directement parler de cette difficulté de communication et puis de ces carences affectives. Ce qui va les différencier aussi, c'est le langage qui est parfois familier, alors qu'on est plus sur un langage soutenu avec les jeunes filles bourgeoises. Et on a cette écriture lunaire qui peut aussi bien apparaître chez les jeunes filles bourgeoises ou chez Julie David. Alors, je disais donc que je souhaitais questionner, en fait, j'ai questionné dans ce chapitre, donc l'indicible ou l'écriture silencieuse. C'est-à-dire que on pourrait se demander si finalement donc la solitude du diariste ou voilà cette éducation silencieuse c'est-à-dire les difficultés de communication avec l'éducateur, un parent, voilà, un ami, conduisent donc à l'écriture de ce qui ne peut être dit. Alors forcément, donc, le journal va jouer un rôle de confident, mais il contribue donc à l'éducation dans ces situations conflictuelles où l'écriture fait surgir voilà, une parole directe, mais également une délivrance parfois difficile. Alors, cette écriture qui peut paraître conflictuelle sur le plan émotionnel intérieur, donc elle va un peu donc encourager un changement d'état et c'est ce que disait un peu Jérémie donc dans son introduction, savoir que en fait le sentimental, quel que soit le contexte, donc va opérer des transformations. Là, avec l'écriture, donc on a des transformations qui sont opérées, donc en donnant la parole donc à une certaine agitation émotionnelle. Et le plus souvent, on constate, donc une fois que la diariste se livre, et ça c'est commun, hein, malgré le siècle qui sépare ces jeunes filles, une fois que les diaristes se livrent après les premières pages écrites, les jeunes filles, donc elles y vont, pour ainsi dire, à fond. Donc on peut considérer que même si voilà, elle se fait de façon silencieuse, l'écriture constitue donc un éducateur au sentiment. Là où le journal pose ses limites, et ça, donc, parce que bon, là, je ne l'ai pas précisé au début, parce que j'ai pas pu étayer en tout le dispositif au niveau de la méthodologie. J'ai pu faire des entretiens avec notamment les animateurs de l'association Vivre et écrire, hein, qui animent des ateliers d'écriture. Et là où donc lorsque l'éducateur, enfin lorsque le diariste présente de grandes fragilités, lorsque le sentiment de solitude en fait dépasse les limites de l'écriture, bah, en fait on, on en arrive à dire que voilà l'écriture, voilà parfois ça ne suffit pas parce que les histoires personnelles sont tellement difficiles que voilà le diariste ne va pas au-dessus et malheureusement donc on peut se retrouver dans le diariste peut se retrouver dans des situations où que ce soit avec les jeunes filles bourgeoises ou à Julie David, où l'écriture laisse paraître donc le, le suicide. C'est-à-dire qu'il y a une volonté donc d'aller vers le suicide parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'issue. L'histoire est tellement compliquée que là, c'est là où justement donc le journal donc pose ses limites. Donc il y a certaines résistances à ces détresses et donc on peut avoir des conséquences donc assez terribles. Donc la pratique du journal, donc elle contribue à l'éducation des sentiments des jeunes diaristes,
à travers des processus qui sont mobilisés, comme les confidences, le dépassement de la solitude, c'est-à-dire qu'elles arrivent à avoir ce dialogue avec le journal, n'est autre que soi. Et il y a aussi cette constance dans l'écriture qui participe donc à la transformation de soi, sans pour autant donc, se porter garant, donc de mettre en lumière justement donc, des pensées qui peuvent être donc, assez sombres. Alors, est-ce que, moi je me suis posé la question, pas dans le chapitre, mais c'est une question que je me suis posée après écriture, c'est-à-dire est-ce que finalement donc la correspondance qui, elle aussi, est une forme d'écriture de soi, est-ce qu'elle peut pallier à ces situations complexes et douloureuses? Ou encore, on pourrait se poser la question, donc, qu'est-ce qui fait défaut à la communication dans la relation éducative, pardon, pédagogique, pour en venir en fait à se saisir de l'écriture personnelle. Donc je dis pas ça pour lancer des discussions, mais c'est pour montrer que l'écriture sentimentale, elle interroge forcément les relations interpersonnelles et la nécessité de passer par cette relation intrapersonnelle que propose le journal. Voilà. J'ai essayé, ouais, moi j'ai dépassé large, j'ai pas dépassé mes 5 minutes, donc je m'en excuse. Merci Auréa. Et ce qu'on va faire, c'est on va écouter Yvette Moulin et puis après, on pourra lancer une discussion à partir de ces deux présentations, si ça vous va. Enfin, Oui. si ça vous va, vous n'avez pas le choix. Allez-y. Yvette, vas-y. Voilà. Merci Auria, c'était très intéressant. On aimerait en savoir plus. Alors, le titre de mon article, ça s'appelle Les éducations sentimentales, intra- et interpersonnelles, parce que pour moi, il y a plusieurs éducations, et ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme ce qui se passe autour de nous, contribue à ces éducations sentimentales. Alors, c'est vrai que lorsque Christian Verrier, il a évoqué avec Ouria et Jérémy la possibilité de publier un ouvrage sur l'éducation sentimentale et affective, je me suis tout de suite sentie profondément interpellée. Alors ça, c'est parce que ma vie personnelle, hein, le fait d'élever des enfants, d'élever des petits-enfants, euh, pose la question de la place, de cette place de l'éducation sentimentale. Ma vie d'étudiante aussi, hein, l'a posée, ma vie de professionnelle, j'ai été assistante sociale, animatrice en éducation populaire, formatrice de formateurs et travailleurs sociaux. Donc la place des affects dans nos rapports aux autres m'a souvent posé question, en particulier, et c'est de ça que je vais parler un petit peu plus ce soir, que j'évoque dans mon article, en particulier face à certaines postures professionnelles. Je veux parler des métiers de la petite enfance que j'ai beaucoup côtoyés, des métiers de l'éducation et de tout le domaine médico-social. C'est sur cette relation d'éducation sentimentale et les métiers qu'on dit du care, hein, c'est-à-dire tout ce qui touche aux soins, aux soucis de l'autre et à l'éducation, que j'aimerais insister un petit peu pendant ces 5 minutes. Alors, un bref constat pour démarrer. Quand j'ai commencé ma carrière d'assistante sociale, c'était au temps des dinosaures, hein, nous souhaitions alors nous dégager des notions de bénévole, de vocation, de don de soi, qui accompagnaient encore tous ces métiers. Nous voulions être des professionnels avec un cadre, des savoirs, des compétences et des postures spécifiques et reconnues. Je crois qu'on y est arrivé. Et peu à peu, tous ces métiers du care, on a été reconnus comme des techniciens. 50 ans plus tard, il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait des analyses de pratiques des travailleurs sociaux, j'ai été étonnée d'entendre qu'on ne parlait plus de personnes, mais qu'on parlait d'usagers, que les rencontres avec les collègues et les personnes se pouvaient se faire par téléphone, par Internet. La proximité des corps, la proximité, le rôle de nos 5 sens paraissait complètement secondaire, c'était vraiment secondaire. Il n'y a plus de visite à domicile, il n'y a plus d'action collective. La part du soi, on n'en parle pas. On parle des techniques et des procédures. Donc, ce qui m'a surpris, c'est que certains travailleurs sociaux que j'ai rencontrés, qui parlaient de leurs usagers, me paraissaient profondément usagers et ils étaient en souffrance. Donc, toutes les études le confirment. Hein, actuellement, dans l'ensemble du territoire, on évoque les démotivations de ces métiers, leur fatigue, des effectifs qui s'amenuisent dans les inscriptions dans les écoles, et puis un turnover des services de plus en plus rapide. Donc pour moi, ce changement d'investissement dans la relation interindividuelle participe, avec d'autres éléments bien sûr, hein, à une perte de sens dans la relation éducative, dans la relation d'aide et dans la relation du soin. Donc j'aimais l'idée que ce changement peut être lié non seulement aux formations professionnelles, mais à la mise à distance de notre éducation affective, de nos éducations affectives. Donc j'ai essayé de chercher les caractéristiques de cette éducation affective.
Donc, je suis partie des connaissances du développement de la petite enfance en prenant le lien d'attachement avec Bowlby, qui dit clairement que c'est avec un autre, qu'il appelle caregiving, que le nouveau-né va construire un lien, qui soit sécure ou insécure, et engager un rapport à autrui, aux autres, à soi et au monde qui l'entoure. Donc, je relève ici l'importance de nos 5 sens et de notre corps pour appréhender le monde. Importance qui perdure tout au long de la vie et que nous oublions parfois. Souvent, on oublie nos corps, on oublie de sentir, on oublie de regarder, on oublie d'écouter. Donc, la deuxième remarque que je fais sur cette éducation affective, c'est qu'elle se prolonge tout au long de la vie. Toute notre vie, nos corps seront en jeu, nos 5 sens seront en jeu, nos relations aux autres et au monde et à notre environnement seront en jeu. Donc, ces relations et sensations, elles s'enracinent dans des pulsions, des affects, des désirs, des plaisirs qui vont être travaillés tout au long de notre vie. On dit en boucle récursive, puisqu'on recule, on avance, sans jamais revenir au même endroit. Ils peuvent être nommés, ces affects, amour, colère, angoisse, émotion. Ils ne sont pas forcément bons ou positifs, ni pour nous, ni pour les autres. Pourtant, ces affects caractérisent pour moi notre humanité, notre infinitude. Bien que laissés en partie dans l'indicible, ils nous rapprochent. On peut être en communication de l'intérieur de moi à l'intérieur de toi. Ça, je vous renvoie à René Barbier qui parle très bien évoque très bien ces relations et ces initiatives que nous prenons dans la communication. Donc, une troisième caractéristique pour moi de l'éducation sentimentale, c'est une éducation expérientielle qui s'appuie sur des vécus et des ressentis. Ces expériences, ces affects, ces pulsions vont peu à peu être formalisées, oralisées, je dirais civilisées, par des socialisations successives. C'est vrai que notre famille, l'école, nos loisirs, notre environnement et même notre époque va donner un cadre d'expression spécifique à notre monde sensible, en formalisant nos façons de communiquer, nos ressentis, pour nous-mêmes et pour les autres. On sait qu'il y a des expressions familiales, des familles verbalisent plus leurs sentiments que d'autres. On sait qu'il y a des expressions géographiques. Il y a des pays où on serre la main, d'autres où on l'enlace. C'est daté, on n'exprime pas ses sentiments au 19e siècle comme aujourd'hui. C'est genré, on sait bien que les garçons ne pleurent pas, c'est bien connu. Et voilà, donc toute la formalisation de nos sentiments une bonne partie de nos sentiments serait socialisée. Une autre échappe. Et là, je rejoins Déborah Leroux dans son article où elle parle de au-deçà des mots. Je pense qu'il y a toute une partie aussi de nos sentiments qui ne sont jamais verbalisés et qui restent au-deçà des mots. Donc, l'éducation sentimentale, une autre caractéristique pour moi, est une éducation en partie socialement formatée. Et c'est là que je retrouve le processus de professionnalisation, parce que pour moi, ce processus a poursuivi cette formalisation des affects. Alors, il suffit pas, et ce n'est pas le lieu ici de critiquer la professionnalisation. La professionnalisation, elle a qualifié le service attendu, elle a répondu à un droit en étant dans la sphère du juridique. Elle a aussi permis de faire des interventions plus justes, plus équitables, plus universelles. Elle a fait évoluer les savoirs, les techniques, les analyses, les évaluations qui sont si importantes aujourd'hui. Et elle a augmenté la protection des personnels et puis elle les a protégés dans les procès. Par contre, la professionnalisation a aussi entraîné des difficultés dans ces métiers du care, en particulier pour moi la déformation du lien interpersonnel. Être un bon professionnel, c'est donner des réponses rapides, techniques, efficaces. Il y a peu de prise en compte des environnements, comme je disais tout à l'heure, des langages, des corps et du temps que prend la relation. Il faut un changement rapide. Il y a beaucoup de changements rapides de référents. On est quasiment des techniciens interchangeables. Pour nous, pour le service, pour les institutions, peut-être pas pour les autres, ceux qui nous écoutent. Au sein des institutions, les affects peuvent être perçus comme une gêne dans la qualité de la relation professionnelle. Moi qui ai beaucoup travaillé avec les familles d'accueil, il y a un bruit qui court comme quoi les familles d'accueil n'ont pas le droit d'aimer les enfants. Je ne pense pas que les professionnels aient un jour exprimé les choses comme ça, mais ça se dit. C'est-à-dire qu'il faut absolument injecter l'amour qu'on aura pour ces enfants pour pouvoir bien les éduquer et ne pas prendre la place de la mère ni du père. Voilà. Donc, en conclusion, pour moi, la professionnalisation des métiers du care a renvoyé dans le silence et dans le non-dit
l'interhumanité de la relation entre les individus, entre idem et alter. Je suis comme toi, mais différent. Donc les usagers sont autant que les professionnels, ils ne se sentent pas assez reconnus. Alors comme je travaillais sur la reconnaissance, je me permets de dire qu'on se sent reconnu, tout individu se sent reconnu comme il est porteur de droits, il est en capacité de participer au monde qui l'entoure et il se sent digne d'aimer et d'être aimé. Ces dîners de reconnaissance n'ont actuellement ni lieu, ni temps, ni moyen pour s'exprimer au sein des institutions, que ce soit dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Une pensée ici pour les conjoints ou les compagnons de l'intime qui souvent reçoivent et entendent tous ces malaises sans toujours savoir quoi bien en faire. La formation professionnelle se doit de développer les compétences émotionnelles des professionnels et non de les enfuir. Elles sont une richesse, un socle pour éduquer, pour soigner et pour accompagner. Il nous faut cultiver, comme l'entendait René Barbier, notre gravité, qu'il définit comme vivre consciemment le fait d'être affecté et impliqué dans toutes les parties de son être par le rapport au monde, aux autres et à soi-même. Il nous faut travailler sur notre intervulnérabilité dans un vrai souci de co-construction sociale, par tous et pour tous, une vraie coopération sociale. Voilà, c'est fini. Je pense que je n'ai pas regardé mes minutes. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Yvette. Et c'est vraiment passionnant. Et merci, Auria. Alors moi, je propose qu'on donne la parole à Laurence et Sama ou Sama et Laurence dans l'ordre où vous voulez, si vous souhaitez réagir. Et puis on peut prendre aussi quelques autres réactions. Voilà. On a une trentaine. Ah, oui. On a une trentaine de minutes hein, pour ça. Ah, il faut que je réponde à la question là. Alors, Ah, non, non, j'ai dit je propose à Laurence ou Sama, d'accord, d'accord. Sama ou Laurence, je sais pas dans quel ordre, comme vous préférez, de réagir un peu parce que voilà, vous avez aussi lu le livre, mais et puis on peut prendre d'autres réactions derrière, voilà. Alors, moi, j'avais une question éventuellement pour essayer de faire le lien entre les deux présentations alors, c'était quelque chose, une identité peut-être qui était plus développée chez toi, Auria. L'idée selon laquelle un sentiment qui n'est pas exprimé, c'est un sentiment qui n'est pas socialisé. Je ne veux pas déformer des propos, c'est plutôt une question. Est-ce que quand je n'exprime pas mes sentiments, autrui n'est pas toujours là, soit sous la forme d'un dialogue intérieur. On peut penser par exemple à la colère des travailleurs sociaux qui ne pourraient pas s'exprimer ou celle de leurs usagers. Ou dans le cas donc, de ces jeunes filles qui trouvent le journal comme seul partenaire de dialogue, est-ce que autrui n'est pas déjà là finalement comme interlocuteur fantôme, comme matrice aussi peut-être de sentiments ou de valeurs qui sont estimées ou désestimées, comme finalement modèle d'émotions, de répertoire d'émotions finalement qu'on s'approprie peut-être ou qu'on transforme. Oui, en fait, c'est ça. C'est que parce que bon, c'est vrai que voilà, même 5-10 minutes, c'est pas suffisant hein, pour décrire un peu tous ces journaux, tout ce qu'ils renferment et comment le processus hein, se fait exactement. Mais oui, alors on se rend compte et elles s'en rendent compte, enfin, autrui est présent, mais elles ne s'en rendent pas compte tout de suite. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, donc, il y a l'entrée, il faut savoir que l'entrée dans l'écriture, donc, elle est pour ces jeunes filles, hein, qu'elles soient donc du 19e ou du 20e siècle, et même peut-être encore aujourd'hui, l'entrée dans l'écriture du journal donc, est assez compliquée parce il va falloir se livrer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a généralement symboliquement cette étape un peu d'exposition où on se dit on va démarrer par peut-être se présenter un peu voilà, notre environnement social. Et on aura tendance, donc peut-être un peu plus censuré hein, du côté des jeunes filles bourgeoises, moins du côté de Julie David, et c'est justement l'intérêt avec le siècle qui les sépare, l'évolution sociale qu'il y a eu de se livrer plus facilement ou moins facilement, c'est-à-dire d'être dans l'autocensure. Ensuite, donc, il y a un travail qui se fait et c'est plus j'écris, plus justement, donc il y a ce travail avec cette relation à soi. Hein. Enfin, tu parles de autrui, moi je l'appellerais ce rapport à soi, qui fait que donc
diariste, elle opère une sorte de transformation, un dialogue qu'elle a avec elle-même, mais bon, ça relève parfois, donc c'est un travail qui est un peu inconscient. C'est-à-dire que finalement, donc, quand on est dans une difficulté, donc elles essayent un peu de s'en sortir en exposant, en écrivant hein, leurs difficultés, leurs chagrins. Alors, des fois, c'est aussi la joie. Et puis, avec le recul, et c'est souvent le processus de relecture qui va justement faire ressurgir un peu cet autrui que tu appelles comme ça, hein, moi j'appelle ça ce soi, qui va venir donc mettre en travail la transformation et qui va favoriser un peu cette éducation. Donc là, dans le cadre de l'ouvrage, je parle d'éducation sentimentale, mais il y a aussi donc, sans rentrer trop dans des dimensions psychologiques, mais c'est aussi du mieux-être, c'est-à-dire à mieux gérer hein, ces situations émotionnelles, ces situations conflictuelles. Après, bien sûr, euh, comme je disais, on arrive ben, pour certaines personnes où l'écriture a ses limites, où parfois c'est tellement compliqué que voilà, il y a besoin quand même d'une tierce personne, mais physique. Et que c'est là où justement le journal donc, pose ses limites. Mais oui, donc il y a bien cet autrui, et puis cet autrui, ce n'est autre que soi. Mhm. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, enfin à C'est ta très remarque. intéressant. Oui, oui, si, tout à fait. Euh, et donc, en fait, je vous posais la question à toutes les deux parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose comme une matrice, c'est-à-dire que, par exemple, pour rebondir sur l'autre communication, si jamais on rentre dans certains rôles plus ou moins, qui permettent plus ou moins de s'exprimer, de manifester certaines émotions, c'est aussi parce que les modèles sociaux nous le permettent ou nous l'interdisent. Il y a déjà une médiation, j'imagine, peut-être sociale ici, non? Oui, moi, c'est un petit peu ça que je voulais dire justement, c'est que euh, des fois, il y a les émotions, elles existent, c'est des vraies expériences vécues. Quelquefois, elles peuvent s'exprimer, alors effectivement, elles peuvent s'exprimer par écrit, elles peuvent s'exprimer à un autre, mais les exprimer, il faut j'allais dire, il faut un objet qui fait tiers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les exprimer toutes seules dans sa tête. Et, mais par contre, ces émotions continuent à nous travailler. Et je pense qu'elles nous travaillent d'autant plus que justement, elles ne sont pas dites, pas écrites. Pas... Et donc, pour moi, l'écriture, c'est déjà une première étape, un peu comme dit Auria, une première étape vers une éducation sentimentale, puisque on retravaille autrement avec un objet médian, qui est l'écriture, c'est ce qu'on a à dire. Sinon, les sentiments peuvent être vécus sans être dits avec des mots. Je sais pas, je pense à l'émotion devant un beau paysage à la montagne. Vous ne mettez pas forcément en mots, or il vous travaille. Hmm. Alors ça, c'est bien quand c'est un beau sentiment, mais quand c'est une vraie blessure, comme les jeunes femmes dont parle Auria, quand il est laissé au niveau des sans-noms, au-deçà des mots, je reprends l'expression parce qu'elle m'a beaucoup plu, je pense que ça nous travaille quand même. Ça nous éduque aussi. Oui, pour rebondir aussi sur ce que dit Yvette, là je repense justement aux expériences. C'est-à-dire que autant, c'est vrai que là je parle d'écriture et comment justement ça les transforme, mais bien sûr qu'elles ont une vie sociale, ces jeunes filles, et quel que soit le siècle, c'est-à-dire qu'on a une vie sociale et que on vit des expériences, que ce soit avec l'environnement familial ou les amis ou même sur le plan professionnel. Et c'est ce qui fait que derrière, quand la personne retourne dans son journal, donc elle met en travail aussi ses expériences. Et ça contribue aussi donc à l'éducation des sentiments. Moi, je reprends l'exemple peut-être plus récent que les jeunes filles bourgeoises. Julie David, elle, euh, vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a vraiment cette différence avec ces jeunes filles, c'est qu'elle n'est pas du tout dans la retenue. C'est-à-dire, elle exprime, elle explose parfois. Et tout part justement des expériences vécues à l'école, mais aussi la situation conflictuelle qu'ont ses parents. Et c'est à partir de là justement aussi bien elle se livre sentimentalement, elle écrit ses impasses en fait émotionnelles, mais en même temps, elle arrive à relativiser certaines situations vécues. Donc oui, il y a toujours un peu ce que disait là à l'instant Yvette, cet objet extérieur.
Alors, il y a le travail de soi, mais il y a aussi forcément l'objet extérieur qui est bah, toutes les expériences qu'on rencontre euh, dans la vie. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que si vous voulez poser à Sama de réagir et puis continuer, on a encore une vingtaine de minutes hein, pour échanger. Merci Laurence. On va prendre la parole après. Rebonsoir à toutes et à tous. Bonjour à Jérémy. Vu les décalages horaires, je vous remercie, Houria et toi, notamment, de m'avoir invité en fait à prendre part à cette discussion autour de la publication de cet excellent ouvrage collectif pour une éducation sentimentale et affective de la petite enfance à l'ensuite. J'ai pris énormément plaisir à lire cet ouvrage, vraiment. J'étais complètement absorbée. J'ai pris des notes, j'ai rédigé presque même un texte pour surtout me concentrer sur les aspects collectifs, enfin, ou les aspects qui ont été abordés par tous les auteurs et auteurs de cet ouvrage, mais qui, à mon sens, sont restés en fait de l'ordre de l'implicite et peut-être c'est l'occasion d'évoquer l'un de ces aspects-là avec Horia et Yvette. Euh, cette distinction conceptuelle entre raison et sentiment, par exemple, n'a pas été évoquée d'une manière assez explicitée, hormis en fait dans le cadre de la préface. Euh, alors que cette distinction me semble en fait importante pour comprendre les raisons pour lesquelles les sentiments n'ont pas de bonne presse et ils sont également considérés à côté des affects comme une source d'erreur où elles sont épistémologiquement dépréciées. Et il me semble que cette distinction-là, elle permet de comprendre pourquoi on se concentre tout particulièrement sur une éducation plutôt rationnelle et tout particulièrement dans le cadre de l'éducation formelle, mais pas que, hein, y compris dans l'éducation non formelle et informelle. On esquive complètement, il y a une dépréciation ou un rejet épistémologique des sentiments et des affects. Euh, et cela n'a pas été explicité pour montrer aussi les enjeux et peut-être dans une certaine mesure, cela nous permettrait aussi de réfléchir autrement à la question de la finalité de l'éducation. Euh, euh, Par exemple, cela permet de comprendre, chez Rousseau, par exemple, les sentiments et la source de la vérité elle-même. Mais cela est lié à une finalité de l'éducation qui n'est pas vraiment, qui intéresse aujourd'hui peu du monde, si j'ose dire, hein, dans tous les secteurs. Et pourquoi, en fait, comment dire, comment justifiez-vous cette absence peut-être de cette distinction conceptuelle entre raison et sentiment, parce que c'est elle, à vrai dire, qui permet d'expliciter aussi les soubassements théoriques et philosophiques d'une conception dualiste de l'éducation qui demeure toujours aujourd'hui en vigueur. Cela aurait été possible dans le cadre, par exemple, de la réflexion de Houria lorsqu'elle a abordé à un moment donné les réformes de l'éducation. Et tu as abordé à partir d'un paradigme critique, en fait, toutes ces, ou peut-être le côté néfaste de certaines réformes et du système éducatif lui-même. Ça aurait été peut-être l'occasion aussi de rappeler ce dualisme qui demeure toujours présent et influent dans les différentes conceptions de l'éducation, enfin, ou les différents champs de l'éducation. Je veux dire par là les champs formels, non formels et informels.
et cela aurait été aussi très pertinent dans le texte d'Yvette qui a le mérite d'avoir distingué d'une manière très fine sentiments et affects, et cela aurait été complété ou abordé, ou ça aurait été peut-être l'occasion d'aborder, in fine, en fait, l'importance de cette distinction conceptuelle parce que c'est elle finalement qui place la raison comme la seule régulatrice de toutes les formes de savoir et de connaissance, hein, y compris lorsqu'on prétend intégrer la dimension émotionnelle, psychologique, corporelle dans l'éducation, comme prétendent par exemple les programmes de l'éducation officielle. Mais on les aborde toujours sous le contrôle ou sous la censure de la raison. Et même lorsque parfois on aborde l'éducation sentimentale, on l'aborde d'une manière qu'il faut la rationaliser et la dresser pratiquement, hein, et non pas comme une dimension à part entière, en fait, une dimension inhérente à la condition humaine elle-même. Oui, je ne sais pas si je saurais répondre à toutes les ouvertures que vous nous offrez. Mais c'est vrai que, alors, pour, on va dire, ajouter un très gros trait, mais vraiment très gros, on pourrait aussi faire une éducation genrée sur ce que vous dites, c'est-à-dire que la raison, les sciences, c'est le domaine masculin et les sentiments, c'est le domaine féminin. Donc, pendant des années, ça change, pendant des années, c'était absolument inintéressant et donc à refouler dans le silence et le non-vu. Donc, je pense que ça peut être une explication, même si elle est un peu grossière, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, ça peut être une des explications. Et quant au raisonnable, est-il raisonnable d'exprimer ses sentiments? Alors là, je crierais oui, parce que quand on voit les dégâts, je peux vous dire auprès des professionnels, sur ce manque d'expression des sentiments, ils perdent une richesse énorme dans leur travail. Et si l'institution, alors il y a aussi tout le rôle des institutions hein, qui actuellement est beaucoup sur des procédures, des contrôles, des évaluations, voilà, Calliope, enfin toutes ces choses adorables, qui empêchent, qui ne met pas de, il n'y a pas une croix, pas une évaluation sur ces capacités sentimentales. Parce que pour moi, c'est des vraies capacités qui sont renvoyées dans l'inconnu, alors qu'elles pourraient vraiment être utiles aux institutions. Oui, Voilà. oui. Merci Samah. Je vais peut-être prolonger un tout petit peu, hein, même si voilà, je pense que Jérémy va apprécier ton intervention dans sa dimension philosophique. Hein. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai envie de dire qu'en fait, tes remarques hein, très pertinentes, c'est vrai j'ai envie de dire qu'elle questionne limite, euh, qu'elle renvoie en fait à des questions politiques. Et c'est pour ça que moi, moi, j'ai pas voulu, hein, bien sûr, hein, moi, j'ai voulu rester dans la narration comme médiariste. Et bien sûr que voilà, on a un siècle quand même. Un siècle, dites-vous, entre ces deux jeunes filles. Donc, on n'est pas du tout voilà, on est dans des contextes sociaux, culturels complètement différents. D'un côté, on a l'école non mixte, plus tard l'école mixte. On est sur, d'un côté, un siècle où euh, on éduque voilà, le garçon qui va être ouvrier, la jeune fille qui sera une bonne ménagère. De l'autre côté, non. Donc, on est plus dans la mixité, l'appropriation donc de sa propre formation pour l'époque de Julie David. Mais moi, j'ai envie de te dire que on est presque, si on devait rentrer un peu dans ces débats un peu politiques, mais qui renvoient aussi tu as cité Rousseau, mais à la nature propre en fait de l'humain, où dans ce que vient de dire à l'instant Yvette, c'est on est quand même, enfin, l'être humain a fini par être un peu, pardon de le dire comme ça, mais dans une expression de sentimentale, mais assez limitante. Oui, C'est-à-dire que pendant longtemps, là, c'est pour ça que, enfin, c'est pas pour vanter l'ouvrage, mais l'éducation sentimentale, enfin, bah, nous, à notre sens, quand on a décidé de faire cet ouvrage, c'est que on a aussi nous-mêmes, hein, je veux dire, à travers même notre vécu, c'est-à-dire on n'en parle pas assez.
Oui. Est-ce que, voilà, elle est où la place du sentimental et que ce soit pour les jeunes, enfin, moi, et encore aujourd'hui, enfin, je travaille sur les jeunes migrants maintenant aujourd'hui et on n'a pas la place pour voilà, l'expression du trauma. C'est-à-dire, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas assez voilà, cette place-là? Et bon, j'ai pas poussé, hein, moi, je pense qu'il m'aurait fallu un ouvrage, hein, si je devais discuter justement de manière plus explicite sur la non-expression ou pourquoi est-ce que c'est pas assez explicite l'expression des sentiments. Mais voilà, j'ai lancé, voilà, j'avais aussi cette volonté de lancer un peu pas des pics, mais voilà, cette distinction qui fait que, voilà, il y a cette peut-être volonté un peu enfermante surtout hein, pour les jeunes filles bourgeoises, où à la fois elles sont coincées par l'éducation familiale, mais et aussi l'éducation religieuse, et qui fait que quand on lit aussi ces journaux-là, voilà, il y a beaucoup d'enfermement. Et on se demande d'ailleurs comment certaines font pour s'en sortir. Et il y a beaucoup de journaux où je peux vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont sombré dans le suicide. Parce que même dans l'éducation familiale, on se rend compte qu'il n'y a pas de recours même à sa propre, enfin, voilà, vers sa propre famille. Quand on voit que voilà, une jeune fille décède parce que finalement elle écrit hein, qu'elle n'y arrive plus, voilà, c'est là où donc il y a ce côté un peu, j'ai envie de dire, politique où voilà, le sentimental donc n'est pas assez présent, mais aussi bah, que voilà, bah, l'écriture elle a ses limites. Voilà, donc je sais pas si je réponds un peu à tout ce que tu viens de dire, hein, qui est très pertinent. Ben, je vous remercie, mais si, c'était bien explicite, hein, et de toute manière, hein, ça a été exprimé d'une manière implicite. C'est simplement ma question, ce n'est pas un reproche, hein, mais c'est simplement pourquoi cette distinction est demeurée plutôt de l'ordre de l'implicite, hein, et il n'a pas fait, peut-être ça aurait gagné en pertinence si cela était explicité pour montrer effectivement en fait que la marginalisation aussi des sentiments, je ne veux pas m'attarder pour laisser la parole aux autres camarades et collègues, mais finalement on est marginalise aussi. La question qui se pose, pourquoi on n'accorde pas finalement tant d'importance à l'éducation sentimentale? C'est parce que peut-être aussi il y a cette peur, y compris officielle, je ne veux pas dire institutionnelle pour ne pas confondre avec la pédagogie institutionnelle, officielle, en fait, des sentiments qui relèvent plutôt de la contingence et de ce, euh, et qui ouvrent des horizons vers la diversité du monde et des êtres, et ce qui évidemment ne permet pas de contrôler, entre guillemets, paradoxalement, nos libertés, hein. C'est peut-être aussi, et en ce sens-là, c'est pleinement légitime de poser évidemment les enjeux politiques de cette marginalisation, si j'ose dire, du sentiment. Mais l'ouvrage, il est très courageux à ce propos-là. Il est très courageux à ce propos-là et c'est vraiment, c'est un projet qui a mérité d'être, hein, ça c'est clair. Merci, Samir. Je pense j'essaierai de creuser dans un écrit, un article, justement, c'est les raisons de l'implicite et j'espère que voilà, tu pourras te joindre à moi Avec pour plaisir. poursuivre justement ces réflexions, Yvette aussi, et tous ceux qui le souhaiteront, justement, si vous voulez qu'on ouvre la voie, justement, au sentimental qui me semble essentiel, et avec tout ce qu'on a, enfin, tout ce que chacun a pu vivre de son côté au niveau expérience et ce qu'on traverse justement dans cette ère. Merci beaucoup, Sama. Euh, Là pour cette remarque qui est vraiment nécessaire, voilà, et qui est vraiment intéressante sur la dialectique, voilà, de la raison dans la production du savoir, et puis tout le combat de l'épistémologie, voilà, pour chasser le vieil homme, enfin le sentiment, ça fait référence à l'augustinisme et tout ça. Donc merci beaucoup pour tout ça, c'est vraiment passionnant et ça méritera d'être approfondi, c'est clair. Est-ce qu'on a des remarques, des remarques ou des commentaires supplémentaires? On peut prendre encore 10 minutes si vous souhaitez réagir à ce que Laurence, Auria, Sama ou Yvette ont dit. Voilà. Ah, bonsoir Cédric d'ailleurs, et Déborah. N'ayez pas peur, personne ne mange personne. On peut réagir
Voilà, d'où qu'on parle, de son travail, à partir de son travail, de sa formation universitaire ou pas. Pas tout le monde est universitaire ici, donc n'ayez pas peur. Voilà, tout le monde peut prendre la parole, hein, c'est pas une réunion d'universitaires. Bon, j'ai présenté mon chapitre, mais j'avais quand même voilà, moi, c'est une question envers Laurence, hein, qui nous fait justement l'honneur d'être là. Et bon, même si j'ai dit, à travers ce que j'ai pu dire, ou même la présentation d'Yvette, je voulais, pas forcément même maintenant, hein, si tu veux, même après les autres présentations, moi j'aimerais bien que tu nous donnes aussi peut-être à travers un peu tes travaux, notamment donc les textes d'Annie Ernaux. Est-ce qu'il y a un sentimental finalement qui se dégage justement de tes travaux et de justement des écritures d'Annie Ernaux? Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, hein. Si tu veux, tu peux réfléchir et puis ensuite, comme tu le souhaites et comme tu le sens. Non, 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 je vais répondre. Alors, alors, ce qui est très curieux dans le cas d'Annie Ernaux, c'est elle est extrêmement critiquée en fait parce qu'elle est jugée froide et sèche par un grand nombre de lecteurs, ce qui moi m'interroge et m'interpelle parce que moi je pleure à chaque fois que j'ouvre un livre d'Annie Ernaux. Donc, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ça qui est fascinant justement. Le vrai enjeu, finalement, c'est comment, grâce à ce partage des émotions, donc, ce qu'il y a chez elle, en fait, c'est une rupture par rapport à la forme classique, c'est-à-dire que normalement, on ouvre un livre, on se projette sur l'un des personnages, sur tous les personnages, euh, et sans doute aussi à la fois, quand elle existe et qu'elle est forte, on se projette dans la voix narratrice. Et chez Arnaud, il y a cette espèce alors là, je fais de l'interprétation psychologique. Et alors, le fait, c'est qu'il y a une mise à distance du personnage qu'elle est en même temps. Donc, elle se scinde entre voix narratrice et personnage. Est-ce que c'est une haine de soi? Qui sait? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie mise à distance qui permet, je pense, à certains lecteurs, dont moi, de s'identifier à celle qui écrit et à pleurer avec elle, mais qui heurte la sensibilité des autres. Bon, alors il y a d'autres, évidemment d'autres raisons qui sont en fait beaucoup plus difficiles, justement parce qu'elles sont ancrées dans le sociologique. Là, ce que j'ai énoncé, finalement, c'est des phénomènes littéraires qu'il est facile on peut les mettre dans des catégories stylistiques. Bon, c'est visible voilà, dès la première page. Les autres raisons plus profondes, sociologiques, éthiques, je crois aussi, qui font que les lecteurs n'adhèrent pas au texte, eh bien, j'avoue que pour le moment, je ne peux pas vraiment en parler. Mais, euh, mais oui, il y a ce phénomène nouveau de s'identifier à quelqu'un qui se regarde et qui se met à distance, et c'est ça qui provoque le sentiment. Évidemment, le sentiment est dans le dit et dans le suggéré, dans cette fragmentation de la voix narrative au fil du texte qui, de façon très abrupte, euh, très courte, très brève, lâche parfois un cri de souffrance, quoi. Voilà. Partager, Merci Laurence. réagir. Et allez-y, Gaston. Oui, j'ai cru comprendre que Sama faisait allusion à la préface tout à l'heure. Euh, alors, je ne sais pas dans quel sens, hein, mais moi, dès le début, j'ai voulu situer le sentimental dans une réalité plus vaste, quoi, hein. Affect, affection, amour, amitié, c'est le sens des trois A, là, hein. Euh, et et qui a été refoulé, toute cette réalité, alors à dimension nocturne, hein, et plutôt féminine, a été refoulée par une rationalité masculine. Et ça, je pense que il faut situer le débat dans cette opposition, il me semble, enfin, comme on dit, de paradigme, hein, un paradigme rationnel et un paradigme existentiel plus large, qui inclut le cœur et tout ce qui relève des affections, du sentiment, de l'amitié, de l'amour
et moi j'ajoute même de l'agapé, quoi, hein, une sorte de générosité qui transcende même l'affectif, hein. Alors, c'est en ce sens-là que je trouve que votre ouvrage est assez extraordinaire et qu'il appelle à être continué, à être continué. Euh, Parce que ce que ressortait Yvette sur l'expérientiel, hein, c'est-à-dire on a refoulé le paradigme rationnel de la formation rationnelle, a refoulé dans l'informel et le non formel euh, tout ce qui rentrait pas là dans les formatages, quoi, hein. Euh, et alors que l'expérientiel concentre toute cette sensibilité, toutes ces pulsions existentielles qui cherchent leur expression, quoi, hein. Et, et ça, c'est là, je regardais l'intitulé, alors j'espère qu'il va parler enfin, Jérémie, euh, de la rencontre sentimentale avec la divinité, quoi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? La rencontre sentimentale avec la divinité, une altérité de l'invisible. Euh, Moi, il me semble que c'est tout ça qui est en germe dans ce que, et même plus qu'en gestation, hein, dans l'ouvrage. Et c'est pour ça et que ce soit votre génération qui l'exprime. euh, euh, pour moi, je voyais que c'était, euh, pour moi, un vieux de l'ancienne génération, euh, c'est une régénération, quoi, hein. Euh, quand j'ai pris l'exemple de nous, on se baladait, et, enfin, on protestait en disant faites l'amour et pas la guerre, quoi, hein. Euh, et je pense que c'est le même. Il me semble, on accentuait peut-être les opposés, mais malheureusement, je pense que cette dichotomie est toujours à l'œuvre. Et si vous, la nouvelle génération, vous bon, vous actualisez pas toutes ces dimensions d'amour qui sont refoulées, eh bien, on va droit dans le mur et on va droit dans la mort, quoi, hein. Enfin, et c'est pour ça que moi, je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance là et de m'avoir permis d'exprimer ce triple A qui est pas facilement, on trouve pas beaucoup euh, d'espace public où on peut le sortir, hein. Et donc, je trouve que votre mission à vous, c'est de prolonger tout ce que vous avez amorcé là déjà. Merci d'être un peu long. Excusez-moi d'être un peu long et trop bavard. Merci beaucoup, Gaston. Euh, si vous voulez, oui, le triple A, alors le triple A, c'est pas une note de la bourse, hein, c'est pas ça, Anna. C'est agapé, et toi, Gaston, tu peux redire? Je vais peut-être couper le micro de Khadija. Il faut juste que je trouve comment. Mais Ouais, Agapé, c'est amour et amitié. Je rappelle juste l'intitulé de ouais, la préface. si, ça C'est pas marche. si évident de s'en rappeler, hein. ah oui, c'est bien trouvé, le triple A, parce on les dit souvent quand même, Eros, Philia, agapé, voilà. Donc le triple A, c'est bien trouvé. Voilà, Anna, c'est Est-ce bon? que, ouais, Ouais. est-ce que, alors, ah oui, voilà, donc parce que c'était suite à une question, je n'avais pas vu, pardon, donc oui, donc. Est-ce que on peut passer aux deux, sauf s'il y a une question qui arrive comme ça, donc est-ce qu'on pourrait passer
la présentation de Jérémie, puisque Pascal ne nous a pas encore rejoint. Donc, est-ce que tu veux bien nous présenter ton chapitre, Jérémie? Oui, je vais présenter mon chapitre, voilà, parce que je l'ai pas fait la fois dernière. Euh, donc moi, dans mon chapitre, j'ai discuté de l'altérité de l'invisible, le sentiment. Je dis le mot la divinité. Je pourrais dire Jésus-Christ ou Dieu, mais j'ai mis la divinité pour pas reprendre moi-même le langage religieux, mais on parle de Jésus-Christ et de Dieu. Donc moi, j'étudie la conversion religieuse aux Philippines, qui est un pays dans lequel je vis. Et j'étudie, il y a le mot, j'étudie la conversion en fait dans une communauté évangélique. Ce sont des personnes qui étaient souvent catholiques, donc c'est la religion vraiment majeure du pays et voilà, qui se convertissent à une dénomination évangélique. Donc on va dire que c'est déjà un acte assez marginal parce qu'ils quittent la religion naturelle ou la norme pour se convertir à une religion qui est minoritaire et qui est pas forcément bien vue. Euh, et voilà, donc dans le texte, en fait, j'ai commencé par présenter la manière dont les personnes racontent ces parcours de conversion et elles le font pas forcément autrement qu'avec des mots qui sont liés au sentiment. Donc, je vais vous lire, en fait, parce que plutôt que de le reformuler, je vais vous lire deux extraits d'entretien, comme ça vous donne une idée de l'ambiance. Le premier entretien, c'est une personne qui est devenue pasteur. Il sortait d'un centre de désintoxication parce qu'il consommait beaucoup de drogue. Donc il dit, en 1998, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'étais dans le vice, j'étais consommateur de drogue. J'ai prévu d'aller dans un centre de désintoxication. Ma petite amie qui est devenue ma femme m'a dit qu'elle allait m'amener ailleurs. Il s'agissait d'un pasteur. On est allé dans cette église. Il m'a partagé la parole de Dieu. Il m'a parlé de l'amour de Dieu. Et j'ai compris que c'était simple. Dieu m'aime. Finalement, il y a cette conviction intérieure dans mon cœur que c'est ce dont j'avais besoin. Donc ça, c'est une première forme, voilà, de récit de conversion. Et puis, un deuxième exemple, c'est une personne alors moi, ça fait 15 ans que je suis engagé dans le mouvement ATD Quart Monde. Donc c'est une personne qui vit dans la grande pauvreté, dans un cimetière public, et qui dit, ben, j'ai commencé à étudier la Bible, ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé en face d'une Bible. Et je me suis rendu dans ce groupe de prière, et maintenant je sais qu'il est là dans mon cœur, c'est Jésus, hein. Je sais qu'il est là dans mon cœur, à l'intérieur de mon cœur, je sens la présence du Christ. Et donc dans mon texte, je suis revenu voilà sur quelques analyses possibles de ce type de témoignage parce qu'il y a voilà, c'est difficile d'analyser ces témoignages. Déjà une première chose, c'est qu'il y a vraiment une rupture avec l'idée de croyance. On n'est pas du tout dans une perspective de croyance, mais dans une perspective d'altérité et de rencontre, en tout cas à travers les récits des personnes. Euh, le sentiment, en fait, il est fortement présent dans les récits de conversion et il l'est tellement de façon systématique que ça pose quand même une question. Pourquoi est-ce que c'est autant présent de la même manière? Et il est aussi très présent pendant les services religieux. Alors, c'est des cultes de louange, vous savez, avec de la musique. En général, c'est un peu du rock, comme ça. Puis les gens crient, ils hurlent, certaines un peu s'évanouissent. Et puis, ça dure à peu près la moitié du temps du service religieux. Et voilà, donc aussi pendant les temps de musique, on retrouve vraiment cette expression sentimentale. Euh, et donc, il y a voilà, la musique, elle catalyse en quelque sorte le sentiment. Voilà, il y a une sorte d'explosion sentimentale dans ces moments-là aussi. Et donc, il y a une question qui est assez vive, en tout cas en sociologie des religions, pour analyser ça, c'est de dire, et ça fait écho avec ce que Sama nous a dit tout à l'heure, est-ce que en fait, c'est pas seulement le fruit d'un travail institutionnel, finalement, tout ça, c'est fabriqué par l'institution, et puis finalement, les gens, les personnes se convertiraient, intégreraient des habitus, et puis apprendraient à endosser un discours qu'elles répéteraient comme ça un petit peu. Donc ça, c'est une analyse en sociologie des religions euh, qui repose sur la thèse que les personnes, en fait, apprendraient à ressentir la présence divine
à travers des techniques de dressage, hein, c'est vraiment ça, ça renvoie vraiment au modèle de conversion, d'éducation, donc des techniques de dressage sensoriel par l'investissement du corps, voilà, par la musique notamment. Et donc la musique serait dans ce cas-là une médiation pouvoir-savoir. Voilà, c'est une manière d'analyser ces témoignages. Euh, alors, à la fois, pour ceux qui ont été à Paris 8, on sait que cette question de la relation mystique et de la mystique sauvage, on a eu un cours sur ça en licence, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est fondamental dans l'auto-formation. Ça renvoie au sentiment océanique. Et donc, on a un magnifique ouvrage qui parle de la mystique sauvage de Hulin, où il discute justement l'expérience mystique provoquée. C'est un petit peu ce dont je viens de parler avec la musique, ça peut être par la drogue. Et puis l'expérience mystique sauvage, où là, en fait, ça renvoie au sentiment océanique chez Romain Roland. Et même Freud, il sait pas quoi en faire de ce sentiment océanique, parce qu'il écrit dans Malaise dans la culture, il commence par ça en disant, bah voilà, je comprends rien, je peux pas l'analyser, en tout cas. Il n'arrive pas à l'analyser. C'est indépassable. Et c'est fondamental dans l'auto-formation. Voilà, donc on voit bien qu'on peut analyser aussi ces récits autrement que par la fabrication sociale. Euh, Ça veut dire que moi, ce que je pense, c'est que la difficulté des analyses qui réduisent l'apprentissage des sentiments par l'incorporation des habitus, en fait, le problème, c'est que la question de la réflexivité des personnes, elle est mise de côté, comme si les personnes n'avaient pas de réflexivité. Mais en fait, en sciences de l'éducation, on peut pas ne pas étudier la réflexivité. Enfin, semble, en tout cas, dans ma conception à moi. Et donc, les personnes peuvent aussi réfléchir à leur situation. Donc, en France, c'est vrai qu'avec cette question laïcarde continuelle, les personnes religieuses n'auraient pas de réflexion, de réflexivité, forcément, hein. Alors, moi, j'habite aux Philippines, c'est pas le cas, c'est normal d'être dans la religion. Voilà, il n'y a pas de stigmatisation des personnes religieuses aux Philippines. Euh, donc moi, quand je me suis interrogé, je me suis dit, je vais essayer de chercher des récits un peu moins typiques, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de récits typiques. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé essayer de rencontrer des personnes qui avaient quitté les groupes évangéliques et puis des personnes LGBT. En fait, c'est des personnes qui sont très marginales dans les groupes évangéliques. Euh, et en fait, quand ces personnes me racontaient bon pourquoi elles avaient quitté l'institution religieuse, hein, voilà, il y a pour diverses raisons, elle s'y retrouvait plus. Mais en fait, la place du sentiment et de la relation avec Jésus, elle est restée fondamentale pour ces personnes. C'est vraiment un apprentissage fondamental pour elles, même en quittant l'institution, c'est-à-dire que même en dehors de l'institution, on voit que ces personnes continuent à parler de la relation avec la divinité sur le motif du sentiment et pas sur le motif de la croyance. Donc, toute la thèse de la fabrication sociale, elle est quand même un petit peu mise à mal par ça, moi, je trouve. Euh, En tout cas, on n'est pas là pour dire il y a le social et le sensible qui s'opposent. Voilà, faut trouver d'autres cadres. Moi, c'est ça que j'apprends de cette expérience, c'est que l'opposition sociale et sensible, elle n'est pas pertinente. Euh, voilà. Donc, pour terminer, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'entre fabrication institutionnelle ou non, on est sûrement dans un mélange des deux, mais que l'analyse voilà, du sentiment comme un vecteur de dressage dans l'éducation religieuse, elle me semble un petit peu réductrice, voilà, donc c'est ça que je voulais dire, euh, puisqu'on voit quand même que pour de nombreuses personnes, le sentiment religieux, en dehors de l'institution, leur permet de s'éduquer. Et pour terminer, je vais vous donner un témoignage d'une personne LGBT, en fait, qui dit, donc qui a quitté l'institution parce que c'était pas possible, en fait. Il dit, ben, j'ai commencé à étudier la Bible. Attendez, pardon, c'est en bas. J'ai perdu. Bon, alors, je vais le redire avec mes mots. Ce qu'il dit, c'est que, en fait, il a gardé cette relation avec Jésus et qu'il lui parle à travers la prière et qu'il discute avec Jésus et que son homosexualité, c'est entre Jésus et lui. Finalement, il s'en fout de ce que le pasteur pense et que c'est sa vie à lui et c'est qu'entre lui et Jésus et il sait qu'il est aimé. Voilà. Donc, j'ai fini de présenter. C'était un peu pêle-mêle, peut-être, excusez-moi. Euh, je ne sais pas si c'était pêle-mêle ou Merci. pas, mais j'ai fini en tout cas. Voilà, merci. Non, c'était clair, Jérémy. Merci pour ta présentation. Alors, je ne sais pas si, juste avant de vous faire réagir, alors je ne sais pas si Pascal, est-ce que Pascal nous a rejoint? Je vais juste regarder.
Non, sinon je pense qu'elle m'aurait répondu. Elle doit être, donc on a Pascal Maïstou qui a contribué aussi à l'ouvrage, hein, qui devait arriver, qui n'est pas là. Donc ce qu'on peut faire, c'est proposer voilà, des questions par rapport au chapitre, en lien avec le chapitre de Jérémie. Anna, je sais qu'Anna a levé la main. Oui, merci beaucoup. Merci Jérémy pour cette intervention, cette hypothèse, ce chemin vers lequel t'emmène ton enquête. J'ai juste une précision à te demander, j'ai peur de ne pas avoir bien suivi au tout début. La religion majeure du pays, c'est le catholicisme et le fait d'aller vers la communauté évangélique, c'est très minoritaire. Est-ce que c'est dans ce sens-là ou c'est dans l'autre sens? J'ai peur d'avoir mal compris. Et la deuxième, et la question que je voulais te poser, c'est en rapport aussi avec une réflexion que je me fais. Donc moi, je suis aussi en doctorat de sciences de l'éducation dans le même laboratoire que vous, donc à Experis, et je travaille sur les personnes qui ne sont pas du tout allées à l'école dans leur pays d'origine ou très peu, et qui, une fois arrivées en France, fréquentent des cours d'alphabétisation pour apprendre à lire et écrire. Et dans les récits qu'ils me font de ce qu'ils ont fait dans leur enfance à la place de l'école, à peu près 100% d'entre eux, enfin la totalité des personnes, femmes et hommes, ont reçu, dans le cadre de leur socialisation, une éducation religieuse et qui un peu va de soi. C'est-à-dire que c'est comme euh, c'est comme le fait d'être citoyen en France, personne ne se pose la question de savoir s'il est citoyen ou pas. Et comme, enfin voilà, ça semble être une évidence, ben, ça semble être une évidence pour les personnes avec qui je parle d'avoir reçu une éducation religieuse et de croire en Dieu. Et en plus, ils mettent cette partie-là de leur existence sensible du côté de l'intellectualité, c'est-à-dire pour elles et pour eux, avoir un savoir, enfin sentir, enfin comment dire, croire en Dieu et avoir des connaissances sur la religion, sur les textes, ça fait partie de la culture cultivée en somme, mais qui n'est pas passée par l'écrit. Et donc, ce que j'apprécie beaucoup la démarche que tu fais de dire que dans la vision laïcarde un peu à la française, on a tendance à penser qu'avoir la foi, enfin voilà, en fait, à douter et même à être inquiet de la foi des personnes, voilà, tandis qu'en fait, enfin, comme si on ne donnait pas la possibilité à une personne croyante d'avoir sa propre réflexivité sur sa croyance. Et donc, j'aimerais savoir, voilà, comment tu mènes ça et quelles sont les lectures que tu fais pour, ben voilà, pour aller enfin, voilà, pour aller dans ce sens. Merci Anna. Euh, pour la première question, la religion majoritaire dans le nord des Philippines, enfin dans le 2 tiers, c'est le catholicisme et dans le sud, c'est l'islam. Donc moi, j'habite dans une partie qui est catholique et les groupes évangéliques, ils sont minoritaires. Il y a à peu près 7 ou 8% de la population dans le nord. Dans le sud, beaucoup moins. Voilà, dans le sud, c'est 98% de musulmans. Dans le nord, c'est 80% de catholiques. Ça, voilà, vraiment une grande différence selon le lieu. Euh, oui, par rapport à l'éducation religieuse et l'idée de croyance et l'idée de culture, enfin, que l'éducation religieuse, elle permet d'accéder à une sorte de culture, on va dire, biblique, une culture générale sur l'histoire des religions, sur les histoires qui sont contées dans la Bible. C'est quelque chose qui est assez frappant aussi dans la communauté que j'étudie, mais il y a quand même une spécificité par rapport au sentiment, c'est que ce que j'ai, ce que je crois comprendre de ce que les gens disent, c'est que dans le catholicisme, il n'y avait pas ce point de départ qui était la rencontre physique avec la divinité et qu'ils le retrouvent chez les évangéliques, en tout cas la communauté que j'étudie, pas tous. Et il y a comme une explosion, ça explose, quoi. Et c'est la folie. Mais pas la folie dans le sens psychiatrique, mais ils savent plus où ils habitent. Et il y a une libération quand même. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que la spécificité que j'ai vue, c'est que
Le fondement, il se fait par cette rencontre avec la divinité. En fait, sur le plan de l'histoire des idées et de l'histoire religieuse, ça s'appelle l'enthousiasme. C'est quelque chose qui a été discuté pendant la Réforme. Les évangéliques, en fait, héritent de la Réforme luthérienne. Et Luther, il se méfiait beaucoup de l'enthousiasme, parce que l'enthousiasme, c'est le fait d'être habité de Dieu, et ça pose deux problèmes majeurs pour l'institution. Le premier, c'est que l'institution n'est plus nécessaire. Si tu es habité par Dieu, tu n'as plus besoin d'aller dans une église ou un temple ou une mosquée. Il n'y a plus besoin d'institution. Donc ça pose un premier problème. Et le second problème, c'est les dérives sectaires, en fait. Donc pour ces deux raisons, il y en a peut-être d'autres, je suis pas expert, mais l'enthousiasme a été quand même chassé par la Réforme. Alors dans le catholicisme, on le retrouve pas vraiment, sauf dans la branche charismatique du catholicisme, mais c'est assez rare. Mais chez les évangéliques, ils l'ont quand même réintroduit. Et c'est là toute l'ambivalence, c'est qu'ils l'ont réintroduit parce qu'il l'est, mais quand même il est canalisé d'une certaine manière, parce que s'il l'était pas, l'institution pourrait pas être là. Et c'est là toute la difficulté d'analyse, parce qu'il y a une vraie tension, parce que s'il n'est pas canalisé, l'institution s'écroule, mais s'il est canalisé complètement, ça veut dire que les gens ont plus de réflexivité. Enfin, on rentre dans cette opposition-là. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, qu'est-ce que je lis? Pardon. Mes lectures, ben, moi, j'ai beaucoup lu La philosophie de la chair de Maurice Merleau-Ponty, ça m'aide beaucoup à penser. Euh, Sartre aussi, enfin, des lectures plutôt phénoménologiques, parce que moi, de toute façon, je suis athée, et c'est toute cette démarche de l'époque de dire, ben, ce qui se présente à la personne est vrai, c'est indiscutable, je n'ai pas à le discuter. Voilà. Même si pour moi, personnellement, peut-être, ça me parle pas, mais de faire ce pas, dire, mais voilà, ce que je crois vrai pour moi, ben, en fait, c'est pas le cas pour la personne. Donc, mes lectures, elles ont plutôt été dans le courant phénoménologique. Voilà. Donc, Husserl, Merleau-Ponty et Sartre. Voilà, Anna. Oui, enfin, Sama, j'ai peur de votre question parce que vous êtes qualifié en philo, alors. On a toujours peur des questions des Non, gens non, des non, ne philo. m'inquiétez pas. Non, non, Qualifié non. en philosophie, qualifié en sciences de l'éducation, donc tu auras les deux, Jérémy. Merci Anna pour ta question. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que, voilà, Laurence ou Samah, si vous voulez intervenir suite à la présentation de Jérémy, hein? Oui? Euh, c'est plutôt, ce n'est pas une question, mais en fait, en lisant ton chapitre et en écoutant ta présentation, Jérémy, cela m'a rappelé, ta démarche m'a rappelé celle du philosophe Eliade. Je ne sais pas si tu le connais. Eliade, c'est vrai, en fait, sa démarche, elle s'inscrit dans une perspective anti-réductionniste également. Et donc, une remise en question de la rationalité, du moins, dans sa forme positiviste, si j'ose dire. Et donc, il cherche à restituer, par exemple, et à comprendre l'expérience humaine dans toute son authenticité et n'essaye pas forcément d'évacuer tout ce qui lui semble irrationnel pour essayer, pour tenter en fait de se saisir de la condition humaine, si j'ose dire. Euh, et c'est ce qui lui a permis, entre autres, par exemple, de considérer le sacré, le mystique et le transcendant comme des événements faisant partie prenante de la vie dans son sens, si j'ose dire, charnel et émanant, n'est-ce pas? Euh, et c'est ainsi qu'Eliade, par exemple, il a réussi, à mon sens, euh, à mettre en place une épistémée qui permet donc d'étudier les mythes, l'extase, les mystiques ou les mysticismes, sans tenter pour autant de les écraser sous cette catégorisation de la rationalité. Euh, Est-ce que tu... euh, voilà, donc c'est simplement pour te dire que vraiment,
ton approche me rappelle celle d'Eliade. Et je ne sais pas si tu t'es intéressé à lui parce qu'il pourrait te nourrir à ce niveau-là. Parce que et lui, il était très spécialiste, surtout de mysticisme indien. Et il a montré, en fait, c'est presque pour essayer de forcer les mots, il a essayé de montrer qu'il serait irrationnel de ne pas intégrer les dimensions irrationnelles dans l'étude de la condition humaine ou de l'expérience humaine, dans son authenticité. Il me semble à ce propos-là, il pourrait t'intéresser. Donc voilà, ce n'est pas une question, mais la deuxième remarque peut-être à propos en fait des évangéliques, en fait, il me semble dans une filiation historique d'un point de vue au moins de, je ne sais pas si j'ose dire, de paradigme, peut-être ils sont plus hum, ça me rappelle en fait de ce refus des mouvements protestants ou des protestantismes, parce qu'on sait qu'il n'y a pas un protestantisme, sinon c'est une contradiction inhérente de la chose elle-même, du refus de cette médiation. Et en fait, et la relation directe, c'est elle qui a permis peut-être une appropriation ou cette possibilité même de s'émanciper via la relation de la personne croyante avec Dieu. Hein. Cette appropriation, parce que par exemple, dans l'Église catholique, je parle ici de l'Église en tant qu'institution, appareil institutionnel de la foi et non pas en tant que lieu de culte, il y a quand même cette thèse enfin, la médiation papale, par exemple, ou des évêques, représente la seule et unique interprétation possible de la religion, ce qui euh, cette appropriation, une appropriation. Ta mère, on t'entend plus. Alors, je ne sais pas si tu es resté bloqué. Ah voilà, là ça va mieux, tu reviens. Ah, j'ai oublié l'idée, mais peut-être je dois m'arrêter là pour ne pas déborder sur le temps des collègues. Non, mais enfin, c'est à toi de voir hein, si tu voulais finir ta question. Hein, Oui. Non, non, c'était simplement une remarque et la deuxième remarque, c'était à propos en fait que cette relation directe me rappelle vraiment à l'esprit protestant, plutôt dans son revue de cette centralité catholique, peut-être cette médiation hein, de la relation entre le croyant et Dieu, cette médiation papale et institutionnelle, si j'ose dire entre le croyant et Dieu. Et c'est peut-être cette relation directe elle-même qui a permis en fait une appropriation libératrice via cette relation avec Dieu. C'est ce que j'ai pu comprendre, sauf erreur de ma part, à des différents témoignages que j'ai pu lire dans ton chapitre. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les groupes évangéliques, ben, je vais dire les parce que c'est vraiment pluriel et il y en a certains qui portent des noms, d'autres non, voilà. On pourrait s'amuser à faire un classement avec un arbre à 1000 branches. Euh, le groupe que j'étudie, il hérite quand même de l'arminianisme qui insiste vraiment à la Réforme, il y a eu plusieurs courants. L'arminianisme s'en est un, donc il insiste vraiment sur cette relation privilégiée avec la divinité et l'effacement de l'institution. Et ce qu'on remarque, c'est quand même depuis le 19e siècle, c'est qu'il y a quand même un réinvestissement de l'autorité, mais qui est pas sous forme rationnelle cette fois, mais sous forme charismatique. Enfin, c'est ce que nous explique Weber et que finalement, voilà, la personne convertie, elle doit faire sa bérouf sur terre puisque la garantie du salut est donnée et puis elle fait sa bérouf, donc elle répond à sa vocation. Tout le monde est pasteur en fait. Et, et ça rend le sujet éducable. Voilà, c'est vraiment les précurseurs de la théorie de la Bildung, en fait, hein. Mais à la fois, avec cette réintroduction du charisme
de l'autorité charismatique qui est devenue un charisme de fonction, en fait, au XXe siècle. Ça repose la question de l'oscillation, de la tension entre conversion et métamorphose. En fait, c'est vraiment la tension que Foucault discute. Il hésite entre les deux constamment parce qu'il n'arrive pas à la dépasser. Et moi, je trouve qu'on est vraiment dans ce schéma sur le plan philosophique. Voilà. Merci, Samé, et merci pour la référence aussi. Merci beaucoup. Et bonjour à Pascal Maestru qui est arrivé. Oui, bonsoir Pascal, hein, merci de nous retrouver. On va te laisser la parole dans quelques instants pour présenter ton chapitre. On va d'abord laisser, il y a Gaston qui a levé la main. Je pense qu'il voulait intervenir suite à ta présentation. Jérémy? Gaston? Bon, merci. Mais c'est dans le prolongement là entre autres, bon, de Samy et puis de Sama. Pour sortir des dichotomies là, disciplinaires et de découpage dichotomique entre les disciplines et même discipline et religion, rationalité et irrationalité, moi, ce qui m'aide et ce qui m'a aidé et ce qui m'aide énormément, c'est les approches, l'approche transdisciplinaire, quoi, hein. Et entre autres, celle de Edgar Morin sur le vert paradigme de la formation tripolaire de la vie, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on est formé par soi, par les autres et par les choses, et que c'est à chacun, bon, de négocier l'influence de ces trois pôles, quoi, hein. Et c'est extraordinaire parce que ça ne va pas dans le sens d'une uniformisation, mais au contraire, dans le sens d'une unidiversification, quoi, hein. Euh, et que le branchage sur les éléments, tout ce qu'on appelle un peu nous l'écoformation, c'est-à-dire le rebranchage sur les énergies cosmiques, l'air, l'eau, la terre, le feu, nous régénère, quoi, hein. Euh, mais il faut les réguler aussi. Donc, pour la suite, moi je trouve que enfin, ce vert paradigme transdisciplinaire de la formation tripolaire de la vie par soi les choses et les autres reprend à la fois la philosophie platonicienne de on est dans la caverne, il faut sortir, et puis la théorie de l'éducation existentielle de Rousseau. On est formé par trois maîtres, soit les autres, les choses, et les leçons sont jamais convergentes, quoi, hein. Et ça, l'école a refoulé complètement ces approches plus systémiques, quoi, hein, plus plurielles. Et je pense que là-dessus, les approches transdisciplinaires, enfin, moi, m'aident beaucoup pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et m'aider à vivre, quoi, hein. Merci. Merci Gaston. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on disait voilà, qu'il y avait cette nécessité à discuter l'éducation sentimentale. Je pense qu'avec le chapitre de Jérémie, on est là sur voilà, un questionnement qui nous amène sur la dimension immatérielle, hein, avec le travail sur la divinité, et d'où j'insiste encore l'intérêt de travailler, de prolonger un peu tout ce qu'on est en train de dire. Il y a Régis, voilà. Donc là, il y a Régis, je vous laisse la parole. Donc Oui, une dernière bonjour question peut-être, après on laissera, je ne sais pas si Pascal a réussi à se reconnecter parce qu'il y a des problèmes de connexion, mais on vous laisse la parole, Régis, à vous. oui, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci pour vos interventions. Oui, je voulais juste souligner par rapport à l'intervention de Jérémy. Jérémy, est-ce que finalement vous éclairez pas dans votre travail une mise en tension entre ce qui relèverait du champ de l'expérience, au sens foucaldien du terme, hein, c'est-à-dire quelque chose à partir de laquelle le sujet ressort lui-même transformé, et ce qui relèverait du champ de la croyance, qui est selon moi déjà une mise en sens de l'expérience en elle-même. Je voulais juste voir si vous repériez dans vos travaux cette dialectique de l'expérience qui relèverait du non-sens, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose sans trop forcément savoir ce qu'il en est au niveau du sentiment, et la croyance qui serait entre guillemets secondaire et qui viendrait mettre du sens
sur ce registre de l'expérience. C'est sûr que la question de la croyance, elle est centrale dans mon travail et que j'ai pas encore fini d'éplucher toutes mes notes, mais j'ai l'impression, moi, je me dirige plutôt vers une relativisation de la croyance. Justement, le sentiment, c'est une des modalités de cette relativisation de la croyance. Ce que je crois comprendre de l'expérience de terrain, mais il faudrait que j'en discute avec les personnes concernées. En fait, m'aidera encore mieux à comprendre. Euh, donc, j'arrive pas encore bien à dire si je travaille vraiment sur la croyance ou pas. J'ai l'impression que non, justement, et que ce que j'identifie, c'est plutôt des mécanismes qui tendent à faire relativiser la croyance, pour donner place à une expérience qui relève, oui, mais pas de la croyance, justement. Le discours sur la croyance, il est très négatif dans la communauté évangélique que j'étudie, parce que ça fait référence aux catholiques à chaque fois. Ça fait référence aux prêtres qui leur racontent la Bible, comment il faut l'interpréter, comme s'ils devaient boire tout le savoir sans avoir d'esprit critique là-dessus. Donc, ils rejettent quand même assez fortement dans le discours. Ça ne veut pas dire qu'ils le rejettent dans la pratique, l'idée de croyance. Et euh, tout ça, ça s'imbrique avec alors c'est des traditions, des cultures et des croyances qui sont aussi précoloniales. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Mais la question de la croyance, pour conclure, il me semble va plus vers une relativisation, de mon point de vue, sur mon terrain, hein. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, parfaitement. Effectivement, ce serait plutôt un retour au champ de l'expérience qui reconnecte finalement avec la dimension du sentiment. Et où effectivement, aujourd'hui, on a tendance à vouloir vraiment faire cadrer le sentiment dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un sens, d'une mise en sens. C'est-à-dire que l'éprouvé doit tout de suite correspondre à quelque chose qui puisse avoir une étiquette. Et je pense que c'est un peu ce qui est soulevé, c'est-à-dire cette idée de devoir traquer ou de devoir identifier la nature du sentiment avec une donnée rationnelle. Et je trouve ça intéressant justement de pouvoir revenir à quelque chose de l'expérience où effectivement le symbolique, la mise en sens échappe parfois. C'est-à-dire qu'on en reste avec un éprouvé. Et effectivement, l'humain a toujours tendance à vouloir chercher un sens et trouver à l'identifier, mais je pense que revenir à quelque chose de l'ordre de l'essence et de l'éprouver est intéressant, en tout cas dans le travail que vous êtes en train de mener. Merci beaucoup. Bah, oui, de toute façon, je vais continuer. Et puis, euh, voilà, faut que j'approfondisse tout ça parce que j'ai pas encore fini ma thèse. Mais merci beaucoup. Allô, Christian, vas-y. Ouais, moi, c'est une question rapide. Moi, je suis profondément athée, euh, mais je suis vraiment très, très intrigué depuis très, très longtemps par l'expression de Romain Rolland que tu as utilisée tout à l'heure sur le sentiment océanique. Quel rapport tu fais, par exemple, je ne sais pas si tu as, si t'as vu ça en faisant ta thèse, mais entre les moments de transe que tu décris un peu dans ton article, est-ce qu'il y a du sentiment océanique, à ton avis, dans cette affaire-là, qui, à la limite, par les corps stimulés par la transe, par le son, par le mouvement, quelque chose qui ne serait pas finalement de l'ordre du religieux? Si ce n'est le fait que les personnes sont ensemble et qu'il y a du lien de la relation. Toi, qu'est-ce que tu penses, toi, vraiment du sentiment océanique, ça, comment tu interprètes ça, puisque finalement, il y a le terme sentiment quand même dedans en premier. Alors, je vais être obligé de raconter quelque chose. En 2014, j'ai eu un accident grave en Inde. En fait, je suis tombé et je me suis cassé la hanche et l'épaule et je suis resté 3 jours à hurler qu'on m'aide. J'ai failli mourir en fait. Et en fait, j'ai fait l'expérience du sentiment océanique. Je savais pas ce que c'était. Mais quand je suis rentré d'Inde, en fait, voilà, ça s'est passé à moi. Il y avait une toile d'araignée avec les rayons du soleil et ma vie, elle a changé à ce moment-là. Et je peux pas l'expliquer autrement. C'est comme ça, mais tout simple, pas une révolution. Et en fait,
moi, personnellement, j'ai pas de mal à dire que ma vulnérabilité, ma sensibilité, c'est une ressource pour ma recherche. Je trouve que c'est un paradigme intelligent, en tout cas, qui peut mener à la connaissance. Il y en a d'autres, hein, voilà, chacun travaille comme il peut, j'ai envie de dire. Pas comme il veut, mais comme il peut, plutôt. Et c'est vrai que par rapport à mon expérience, moi je trouve que c'est très 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 proche la manière dont les personnes décrivent, parce que c'est impossible à décrire en fait. Et dans le livre de Hulin, il y a des témoignages du sentiment océanique, mais à part dire ma vie a changé à ce moment-là, mais comme ça, on peut pas dire. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que l'existence entière change et elle est ébranlée, mais comme ça, tout simplement. Ça se fait comme ça, là, tu prends une tasse de café, puis hop, il y a quelque chose qui change. Et oui, oui, ben, je pense que ça met à mal la thèse de la construction sociale, des habitus et tout ça, hein, de toute façon, voilà. Et je trouve que c'est intéressant de les mettre en dialogue, justement. Ça fait une bonne discussion, épistémologique, pour le coup. Bon, ça fera hurler certains sociologues, mais bon, on est habitué. Euh, voilà, Christian. C'est là finalement que le sentiment et l'émotion dont il vient et à laquelle il est lié de toute façon fait éclater les cadres, un petit peu, fait éclater les cadres, fait éclater les concepts, qu'ils soient sociologiques ou même psychologiques, voire philosophiques, j'en passe, et des meilleurs. Il y a quelque chose au plus profond de nous, et ça nous arrive peut-être 3 ou 4 fois dans notre vie, d'éprouver ce sentiment océanique avec une telle intensité que tu décris, et ben, donc vient quand même faire éclater tout ce qui nous encage habituellement. Même si ensuite, malgré ce que tu dis et qu'on n'est plus le même après, très très certainement, malgré tout, peu à peu, le social, le civilisationnel, etc., reprend un peu ses droits. C'est un peu inévitable. Mais cette part en nous, ouais, je suis un peu comme toi, cette part en nous là, qui a bougé, certainement, on en conserve quelque chose. Merci beaucoup, Christian. Bah oui, je peux que être d'accord. Voilà. Mm. Propose, si vous voulez, c'est pas que je veux m'auto-couper, mais que on donne la parole à Pascal, qui est là, qui va présenter son texte. Est-ce qu'elle est là, en fait? Je dis qu'il est là, mais est-ce que... Elle s'est déconnectée, je crois, et je la vois pas Ah en oui. fait. euh, je la vois pas se reconnecter. Est-ce qu'en attendant, Laurence, je sais pas si tu souhaitais réagir par rapport à la présentation de Jérémy, mais voilà, c'est sans obligation. Si, si, alors, donc j'ai l'impression que l'enjeu du travail, c'est la question de la possibilité, en fait, d'une liberté par la réflexion de ceux qui se convertissent. Et alors, j'ai l'impression que c'est ce que tu as dit, mais je ne sais pas si je l'ai bien compris. J'ai l'impression que la possibilité de cette autonomie ou, je ne sais pas moi, à l'ancienneté, enfin bref, de les rendre libres et responsables, en fait, de leurs sentiments religieux d'une certaine façon, ça passe par le fait qu'ils se réapproprient donc leur spiritualité et qu'ils aussi l'articulent, parce que tu parlais de ceux qui le faisaient complètement en marge, en fait, et qui le réarticulent à un projet de vie, comme par exemple, ou identitaire, s'assumer par exemple comme homosexuel dans une foi qui ne le permet pas nécessairement. Est-ce que c'est comme ça que tu entends leur liberté, Jérémy? Bah, en fait, à chaque fois que je me fais évaluer les articles par les experts, je me fais toujours attaquer là-dessus en me disant que j'ai une approche qui peut être un peu niaise à certains moments, qui prend insuffisamment en compte le social. Euh, mais en fait, je trouve que cette part irréductible à cette subjectivité, mais c'est ça la singularité. Euh, c'est- En fait, elle est en général, des gens en sciences de l'éducation, elle est peu étudiée. Mais je sais pas si tu connais Laurence, un auteur qui s'appelle Augustin Mutual. Il a rediscuté de la relation pédagogique, mais en fait, on peut parler de la relation avec l'invisible, mais qui pour lui ne démarre pas par le matricule, homme, femme, vieux, jeune, athée, riche, pauvre, mais par le nom. En fait, par le nom, mais pas le nom du point de vue identitaire. Et
moi, ce que j'ai l'impression quand même, c'est que pour certaines personnes qui ont appris quelque part dans l'institution, hein, par des socialisations, on peut pas dire que c'est faux, elles ont appris une certaine manière d'interagir, un certain possible a été ouvert, mais que même quand elles quittent l'institution, eh ben, elles se représentent, voilà, avec leur nom et en dialogue avec cette divinité, cet invisible. Et voilà, où il y a toute cette dimension de connaissance de soi, en dialogue avec l'autre. Alors, est-ce que c'est dialogue soi-même comme un autre, comme dirait Ricoeur, ou alors il y a une divinité? En fait, je m'intéresse pas à cette question-là. C'est pas la question qui centre ma recherche. Mais oui, moi j'ai l'impression que les personnes y trouvent quand même quelque chose du point de vue existentiel. D'ailleurs, pour moi, ça a été une idée bien nouvelle parce que j'ai grandi en France dans une famille athée, donc tu vois le délire, quoi. Mm. Ouais, voilà, Laurence. Et du coup, je vois un lien aussi avec ce que disait Ouria quand elle parlait de... Donc, parce qu'en fait, il y avait je boucle un peu le... Comment dire je boucle la boucle dans le sens où moi, ma toute première question à toi, Ouria, elle portait sur la manière dont les autres sont déjà là, sont déjà présents dans la manière dont on s'exprime. Donc, par exemple, dans le cas de tes jeunes filles. Et toi, tu me disais, mais non, mais elles se retrouvent elles-mêmes. Elles se retrouvent elles-mêmes. Et est-ce que finalement, quand elles s'approprient les mots des autres dans leur journal intime, c'est pas comme ça qu'elles se retrouvent elles-mêmes, je sais pas, ou qu'elles retrouvent qu'elles identifient, non, au sens où elles les font propres, ces sentiments qu'elles ont exprimés et qu'elles ont d'abord forcément empruntés aux autres, ne serait-ce que par les mots, quoi, amour, etc. Oui, parce qu'en fait, donc là, tu poses la question de savoir si à travers les autres, elles se retrouvent elles-mêmes, hein. C'est bien ça, hein. Donc, autre personne physique, hein, ou autre. Les émotions, alors moi je suis pas non plus dans une conception déterministe qui ferait que la société nous inculquerait de manière complètement rigide et mécanique finalement des manières de sentir. Mais je crois que quand même on sent à travers des cadres, des mots d'abord, des manières d'agir aussi et des manières d'être avec les autres à la base déjà. Et donc, et après, effectivement, on se construit soi, on a quand même une liberté, on a quand même une personnalité. Et ce qui m'intéresse, tu vois, par exemple, une question littéraire dans les journaux, ça serait comment est-ce qu'elles mobilisent en fait des scénarios de journaux intimes qui existent, auxquels elles ont pu avoir accès, j'en sais rien moi. Typiquement, qui n'a pas lu le journal de cette petite juive, son nom Anne m'échappe. Frank, hein. Voilà, exactement. Oui. Mm. Avant d'écrire son propre journal et quels sont les changements et en quoi ça témoigne de leur affirmation de soi, tu vois, sur fond de mots et de modèles d'autrui, quoi. Ça tombe bien. Alors, pour Julie David, justement, alors pas en CM2, alors il me semble que c'est en sixième ou en cinquième, donc elle lit Anne Frank. Et c'est là où justement elle va dédramatiser pas mal de choses. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné où voilà, elle avait un problème de communication donc au sein de sa famille, elle était oui donc rien ne me va, voilà il y avait des pensées suicidaires etc. Et à partir du moment où elle lit Anne Frank, finalement elle se dit voilà moi je suis pas malheureuse. Donc donc il y a cette lecture et ces objets un peu extérieurs, physiques ou non physiques qui viennent justement aider à évoluer sentimentalement, mais aussi sur le plan individuel dans l'écriture de ces jeunes filles, et puis voilà, dans le parcours de ces jeunes filles. Pour les jeunes filles, donc les jeunes bourgeoises, alors moi, de ce que j'ai pu lire, il y a aussi quand elles ont accès au journal donc de leur mère, quand il y a eu justement cette filiation, la mère qui a justement transmis hein, cette pratique à, à leur fille. Et c'est assez différent, c'est-à-dire que autant ça peut les inspirer peut-être dans des conceptions, on va dire, de la construction de l'environnement familial, mais pas tant dans la libération de la parole et des sentiments. Parce que finalement, elles transmettent la même éducation, c'est-à-dire la pudeur, voilà, ne pas laisser paraître trop de tristesse, ne pas parler justement des problèmes relationnels enfin, et amoureux. Voilà, donc il y a de ce côté-là, sur des écrits,
Donc, il n'y a pas forcément quelque chose qui se joue et qui se transforme. Par contre, oui, il y a nécessairement des lectures littéraires, poétiques, qui viennent justement, par contre, transcender un peu, voilà, ces jeunes filles et qui les aident notamment donc à évoluer, à progresser, voilà, dans leur cheminement personnel et dans leur rapport aux autres et au monde d'ailleurs. Merci, merci. C'est tout ce que j'avais comme question. Merci Laurence. Alors, je crois que malheureusement, je ne sais pas si Pascal donc nous a, Ouais. je sais pas, donc elle va pas nous rejoindre, donc je ne sais pas si d'autres personnes, mais de manière générale, peut-être, pas forcément en lien avec les présentations. C'est vrai qu'on voulait aller jusqu'à 20h. Ou peut-être que Christian, tu veux dire quelque chose? Oui. Oui, oui, bah, par rapport à Pascal, son article, hein, Oui. donc je ne connais pas par cœur, mais il me semble il est placé en dernier dans l'ordre de la succession des articles du livre avant la table ronde, parce qu'elle traite de la formation des adultes, hein. Donc le livre commence par la petite enfance et il se termine provisoirement, disons, par l'éducation des adultes. Et ça, il me semble que c'est vraiment très très important à prendre en compte parce que les choses ne se jouent pas du tout de la même façon dans le cadre de la formation ou de l'éducation des adultes que de la façon dont ça se joue pour les enfants dans le scolaire, voire à l'université, même s'il y a beaucoup d'adultes à l'université. Là, on est dans un champ historiquement structuré différemment de l'histoire scolaire où les sentiments peuvent, là aussi, ils sont étouffés, là aussi, ils sont squeezés, souvent encore pire, mais où ils ont quand même une liberté d'expression, j'ai toujours eu l'impression, beaucoup plus vaste qu'ailleurs dans le formel. Je dis ça, j'ai eu l'impression parce que j'ai été formateur de formateurs d'adultes, et donc, bon, j'ai participé à de nombreuses formations de formateurs, mais Yvette aussi, hein, je crois, a vécu ça, hein. Et donc, je crois que là, il y a un terrain d'expérimentation du sentimental en éducation dans le formel. Si on range bien la formation d'adultes dans le formel, on peut accepter ça, qui est vraiment passionnante. Et Pascal, ben, justement, évoque ça d'une façon très, très sensible, d'une façon très impliquée. Et vraiment, il faut aller la lire. Et elle réveille le concept, non pas de pédagogie, mais d'andragogie, hein, qui a été assez en vogue dans les années 75, 80, 85, et puis qui aujourd'hui, au moins de ce côté de l'Atlantique, est un petit peu oublié. Donc elle le réveille et elle le ravive de son application et de son expérience personnelle aussi dans cet affectif, dans ce sentimental qui circule dans la formation d'adultes. Donc je trouve que c'est bien, vraiment bien que son article vienne terminer le livre comme ça, avant la table ronde. Et puis vraiment, il faut aller y voir parce que là, il y a un champ vraiment à creuser, quoi, à creuser, à aller analyser à nouveau et puis à charger d'expériences aussi, à charger d'expériences qui sont souvent non dites ailleurs que dans le champ de la formation elle-même, mais qui seraient tellement profitables à beaucoup de personnes adultes du point de vue de leur propre formation sentimentale, par le biais d'articles, d'ouvrages, de vidéos, enfin, tout ce que l'on veut, quoi. Et puis moi, j'ai envie, parce que peut-être on s'achemine vers la fin, du coup, il va bientôt être 20 heures. Je veux dire que ce projet de travail sur l'éducation sentimentale, c'est quelque chose qui remonte à 22, enfin 20 ou 22 ans. Je ne sais plus bien, c'est un très très vieux projet. Et jamais, jamais le numéro de la revue pratique de formation, jamais ce livre, jamais les deux vidéos qui seront bientôt donc en ligne, vous serez avisés hein, par mail, qui seront bientôt en ligne, eh bien tout ça n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu Ouria et Jérémie, qui ont été absolument moteurs et motrices, on va dire, moteurs et motrices, dans toute la démarche depuis 2 ans maintenant à peu près, hein,
Et sans eux, ben voilà, tout ça n'existerait pas. Alors donc, il faut vraiment les remercier, quoi, parce que là, ça se clôt d'une belle façon. Cette séance était vraiment riche, je trouve, vraiment riche de tous les côtés, de la côté des intervenants, du côté des réactions que ça a suscité chez Sama, chez Laurence, chez Gaston, qui a été obligé de nous quitter, et j'en oublie qu'il m'excuse et qu'elle m'excuse. Et donc voilà, je tenais vraiment à remercier à nouveau Ouria et Jérémy. Merci beaucoup Christian. Et voilà, je sais que tu n'aimes pas trop quand je dis oui, un compagnon, un coach, et tu y es pour beaucoup hein, dans ce travail parce que voilà, tu nous as appris aussi à travers déjà la coordination du numéro de PFA, donc un peu ce travail d'édition et de recensement d'articles, de contributions. Donc, on a beaucoup appris à tes côtés et c'est pas négligeable. Et moi, je te renvoie les compliments et puis merci hein, pour cette rencontre et ce début de compagnonnage, j'ai envie de dire. Et pour juste reprendre un peu ce que tu disais par rapport à Pascal, et on avait justement donc cette volonté de la mettre justement en fin de présentation parce qu'elle clôture, enfin en quelque sorte, à l'âge adulte. Et il faut savoir que Pascal, c'est son terrain de recherche, justement, donc la formation des adultes. Et elle était très très bien placée pour nous en parler parce qu'elle travaille. Et puis d'ailleurs, dans un mail récent, elle disait qu'elle avait justement découvert et puis approfondi donc de nouvelles choses. Donc c'est vrai que t'as pas un regret de ne pas la voir, mais j'espère que voilà, on aura l'occasion d'échanger avec elle prochainement ou dans les mois à venir. Donc voilà. Jérémy, tu vas ajouter quelque chose? C'est un grand sentimental, Jérémy. Ça dépend avec qui. Mais merci. Merci beaucoup. Bah oui, pareil, hein, Christian, merci pour tout ce que tu nous as appris. Euh, Merci aux auteurs aussi et merci à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Voilà. Il y a Cédric qui est là, il y a Déborah qui est là. Vous étiez dans le coup de la préparation hein, du numéro PFA ou de l'ouvrage, donc merci. Je vais pas dire merci encore, hein, j'ai déjà 10 fois, donc ça va. Mais bon, c'était une bonne expérience, moi j'ai bien aimé. À refaire dans d'autres conditions, peut-être après la thèse, quand on aura plus de temps. Voilà, merci pour vos encouragements. On écrira quelque chose sur les sentiments avec Laurence, puis Samah nous fera, puis tous ceux qui sont là, hein, donc sur les sentiments éprouvés après la thèse ou durant la thèse. Il y aurait beaucoup à écrire, je pense. Ah. Bon, comme Alors, ça, bah, on peut dîner plus tôt, 5 minutes. On finit en avance, c'est bien ça. ouais, c'est très bien, très bien. On vous enverra les liens si vous voulez pour visionner les vidéos. Voilà, on vous enverra les liens. Voilà, on peut arrêter là si vous voulez. Comme ça, chacun va dîner. Et merci aux 2 discutantes. Hein. Oui, Merci merci à Laurence et Laurence, merci merci Sarah. beaucoup, hein. Quand même qui est connectée depuis l'Espagne, on a oublié de le préciser quand même. Et merci à Samah, merci beaucoup Samah d'avoir répondu positivement. Qui nous fait un honneur d'être avec nous, avec Laurence. Merci Non, beaucoup. Merci merci à à toutes vous. et à C'est tous. vraiment un grand merci à tous les auteurs et à tous les auteurs de l'ouvrage. On sent surtout, je ne sais pas, peut-être, on sent qu'il y a un travail collectif et un véritable exercice de coopération derrière. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus ému en lisant le livre. J'ai senti presque un rapport charnel avec les différents chapitres de l'ouvrage. Et ça, c'est une qualité précieuse, très précieuse. Et ça, vraiment, je tenais absolument à le dire. Hormis le fait qu'il est très courageux dans l'air de temps de proposer l'éducation sentimentale. C'est une position intellectuelle très courageuse, très lucide. Et par ailleurs, à chaque fois qu'on aborde l'éducation sentimentale, on pose des problèmes plus qu'on résout. C'est peut-être le mérite aussi de revenir là-dessus constamment.
Et à propos du chapitre en fait, de l'intervention de Pascal, que malheureusement on n'a pas pu nous joindre aujourd'hui, j'aurais aimé discuter avec elle, échanger à propos de son inspiration frérienne, qui m'a beaucoup enchantée. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée à titre personnel lorsqu'elle porte son propre témoignage, mais d'une manière très, très vraiment subtile et dialectique, hein. Euh, elle a su naviguer entre le personnel, le subjectif, avec le tyran, c'est-à-dire avec cette posture intellectuelle d'un chercheur, d'une chercheuse. Et elle a pu intégrer d'une manière vraiment très subtile son témoignage, son expérience personnelle qui m'a beaucoup touchée parce que comme si elle parlait en partie de moi-même et, 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 et c'est réjouissant toujours que via nos singularités particulières et toujours différentes, on arrive toujours à établir la rencontre. Et c'est peut-être parce qu'on est différent que la rencontre est possible. Et je dis cela évidemment dans une posture à l'encontre de cet universalisme homogénéisant et normatif qui aujourd'hui, évidemment, nous bestialise plus que nous émancipe, n'est-ce pas? Et comment elle a parlé parce que je me suis retrouvée dans la mesure où moi-même, à mon âge, j'ai enseigné dans le primaire, puis dans le secondaire et actuellement depuis 4 ans dans le supérieur. Et durant j'ai traversé tous les systèmes éducatifs formels et mon guide et mes éclaireurs dans cette expérience, c'était toujours mes anciens et mes anciennes enseignants et enseignantes. Et à mon âge, je me rappelle toujours de ma première institutrice à l'âge de 6 ans, j'étais en CP, qui m'influence jusqu'à maintenant et m'éclaire dans sa relation très sensible et ce respect qu'elle a toujours accordé à la dimension émotionnelle, affective et corporelle de l'enfant. Et c'est elle qui m'a fait aimer l'école, parce qu'il faut avoir du courage pour aimer l'école avec toutes les violences symboliques. Je parle ici évidemment du champ formel de l'éducation. Et puis d'autres enseignants, enseignantes qui sont toujours des guides et des éclaireurs. Ce point, il est très important d'un point de vue épistémologique ici, qui a été évoqué par Pascal, parce que ça réaffirme cette dimension contingente et toujours et constamment en mutation de nos sentiments. Et c'est pourquoi il n'y a que l'éducation sentimentale qui peut être qui peut poser l'émancipation, la dimension émancipatrice et libératrice de l'éducation, en fait, comme un enjeu fort. Et c'est peut-être une raison pour laquelle aussi hein, le secteur formel de l'éducation esquive cette dangereuse éducation sentimentale, parce que si on éduque nos sentiments, on les permet simplement de les libérer et de renouer d'une manière très forte avec ce désir de s'émanciper toujours et avec ce désir libérateur qui évidemment rompt avec cette attitude rationnelle qui fige, qui définit, qui enferme, évidemment, et qui emprisonne pratiquement hein, toutes les autres dimensions de notre être. Je suis désolée si j'étais un peu longue, mais j'ai estimé que l'incident technique qui a empêché Pascal de se joindre à nous ne doit pas empêcher que son texte soit loué et rappelé. C'est aussi l'esprit coopératif peut-être qu'il exige. Merci, Samah, pour ces mots concernant le chapitre de Pascal. On t'entend Ben, pas, Jérémy? Non, j'ai dit, ben, on peut vous saluer, se souhaiter bon appétit ou bonne soirée. Merci beaucoup pour votre participation.